Bonjour à tous, toujours sur le Midcap Forum. Nous continuons de passer en revue nos idées fausses. Nous en sommes à l'idée fausse numéro 11. Le manque de liquidité des valeurs moyennes est un handicap, avec nos deux invités aujourd'hui. José Berros, qui est gérant d'Échiquier Junior, le fonds Échiquier Junior, à la financière de l'Échiquier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis à mes côtés également Stéphane Bourret, qui est responsable des ventes Europe chez Chevreux. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Alors, on parle de cette thématique du manque de liquidité des valeurs moyennes est un handicap. Alors, comment vous voyez les choses, vous, Stéphane, justement sur cette question? On peut dire que c'est un handicap? Alors, en tout cas, c'est un vrai sujet. Ça, c'est une certitude. En préparant cette table ronde, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de littérature en fait qui avait été rédigée sur ce sujet de la part d'intervenants très différents. C'est-à-dire que des autorités comme l'AMF ont écrit sur ce sujet-là, sur la liquidité au niveau des valeurs moyennes. C'est vrai pour Euronext, c'est aussi vrai pour les banques. Les plus grands brokers, en fait, ont communiqué sur ce sujet, et évidemment des universitaires. Il y a un certain nombre de conclusions qui convergent. Alors il y en a une qui est toute simple, c'est qu'il y a un énorme rapport entre la capitalisation boursière des sociétés et la liquidité de ces mêmes sociétés. On va prendre un exemple tout simple. Une société comme Total, qui capitalise de l'ordre de 100 milliards d'euros, est extrêmement liquide. Il se traite des dizaines de millions d'euros quotidiennement, pour ne pas dire plus. À l'inverse, vous avez des sociétés beaucoup plus petites, où il va se traiter quelques dizaines de titres, quelques centaines de titres, pour parfois des montants qui sont extrêmement faibles. Donc ça, c'est un point qui est relativement évident. Il y en a un second où là, il y a une convergence des différents rapports, c'est qu'il y a un effet qu'on pourrait appeler d'entonnoir au niveau de la liquidité des valeurs moyennes et de l'impact en fait sur le marché. C'est-à-dire que quand on a des marchés qui sont extrêmement haussiers, ça crée en fait des effets de levier, cette faible liquidité, et à l'inverse, quand on a des marchés qui sont extrêmement difficiles, c'est un contexte de marché qu'on a vu en 2008. À l'inverse, cet effet de faible liquidité peut créer des effets massue. Les mouvements sont accentués, c'est ce qu'on peut dire? C'est-à-dire qu'on a des mouvements à la hausse ou à la baisse plus forts? Alors, statistiquement, oui, c'est tout à fait juste. Après, mais je pense que c'était le sujet d'autres tables rondes. S'il y a bien une statistique qui n'est pas, je dirais, qui ne fait pas place au moindre débat, c'est que sur longue période, ces petites et moyennes valeurs, qui sont donc moins liquides que les grandes, performent mieux que les grandes valeurs. Alors, vous êtes un broker, donc sur l'Europe, justement, est-ce qu'on a à peu près quelque chose d'uniforme, ou les valeurs moyennes? Parce qu'on en parle beaucoup en France, on a beaucoup de valeurs moyennes. Souvent, on dit qu'en Allemagne, les PME, justement, sont plus importantes. Est-ce qu'on a à peu près la même définition? C'est des définitions liées à la capitalisation, à la taille de l'entreprise? Alors, oui, à un niveau européen, grosso modo, je dirais les manières de mesurer ce segment de marché sont très similaires. Partout, je dirais, en Europe continentale, le marché anglais est peut-être différent, mais parlons de l'Europe continentale. Au niveau des valeurs moyennes, ça part, en fait, il y a des segmentations. Vous avez le segment des micro-caps, souvent inférieurs à 100 millions d'euros de capitalisation. Vous avez le segment des small cap, entre 100 millions d'euros de capitalisation et 1 à 2 milliards d'euros, et vous avez le segment des mid-cap. Chez Chevreux, on le mettrait entre 2 milliards et 5 milliards d'euros, mais certains gérants considèrent que c'est des valeurs mid-cap, ça peut monter jusqu'à 10 milliards d'euros. Et là, pour le recroiser avec la thématique de la table ronde de ce jour, 10 milliards d'euros, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de sujet de liquidité. Est-ce que chez vous, vous couvrez l'ensemble de ce segment, où il y a des micro-caps, vous les laissez de côté, ou est-ce qu'elles peuvent avoir de l'intérêt? Alors, c'est une excellente question. Chez Chevreux, on suit 800 valeurs avec une centaine d'analystes. Ces 800 valeurs, ça va des plus grosses. Donc, je reprends mon exemple de départ, qui est une société comme Total, qui capitalise de l'ordre de 100 milliards d'euros. Et la limite basse pour nous, c'est 100 millions d'euros. Alors, c'est pas qu'il se passe rien sous les 100 millions d'euros, mais comme un broker se rémunère quand même sur les transactions, si on est sous les 100 millions d'euros, on est quand même sur des titres qui sont très peu liquides, et donc pour nous intermédiaires,
très peu rémunérateur. Maintenant, on a de très belles sociétés qui font moins de 100 millions d'euros, qui à force de bien délivrer, performent bien, vont devenir plus importantes que les 100 millions d'euros et potentiellement une maison comme Chevreux peut les prendre en cours de route et les accompagner dans un deuxième temps. Voilà, elles rentreront dans votre spectre, comme on dit, d'intérêt. Tout à fait. Alors, José Béros, du côté du gérant justement, comment on aborde cette question de liquidité? C'est vrai qu'on le met souvent en avant et peut-être encore plus dans les périodes de crise en disant, regardez les valeurs moyennes, là, il n'y a pas de liquidité sur ces valeurs. Alors clairement, c'est une donnée de marché, c'est une donnée qui est importante. Il faut en être conscient. Maintenant, il n'y a pas non plus c'est rare d'avoir des problématiques de liquidité sur les valeurs moyennes, à part certains cas qui sont qui sont très très spécifiques sur certaines valeurs. Mais on va dire dans 90-95% des cas, il n'y a pas de problème de liquidité, enfin plutôt de gestion de la liquidité sur les valeurs moyennes. J'irai même un peu plus loin. L'objectif, en fait, est plutôt la gestion sur la partie valeur moyenne. En fait, il faut arriver à tourner le manque de liquidité en opportunité, en fait. Alors, pour reprendre un exemple de tout à l'heure, il y a effectivement sur ces marchés des valeurs moyennes des moments d'entonnoir. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les marchés sont très porteurs, vous le savez. Il peut y avoir des périodes où la bourse, les indices performent assez bien et des phénomènes d'entonnoir assez violents, on peut dire, aussi bien à la hausse, mais ils arrivent aussi à la baisse. C'est-à-dire quand on se remet, pour donner deux dates, à partir de mars 2007 jusqu'en juin-juillet 2007, il y a eu une performance qui a été très forte sur la partie small et mid cap. Bon, après, vous connaissez tous ce qui s'est passé depuis 2007. Inversement, à partir de septembre 2008 jusqu'en mars 2009, il y a eu un phénomène aussi d'entonnoir, de manque de liquidité sur les marchés. Et on a vu des cours de valeur moyenne perdre 30, 40, 50, 60% en l'espace de quelques mois, même pour certaines d'entre elles, quelques semaines. Bon, est-ce que ça veut dire que les sociétés valeurs moyennes ont changé du jour au lendemain ou d'un trimestre sur l'autre? Non. Est-ce que ça veut dire que la qualité de la société, une société excellente, est devenue une société moins bonne, voire mauvaise en l'espace de 6 mois? Bien évidemment, non. Donc tout le travail d'un gérant, c'est de faire le tri entre une baisse de cours qui est justifiée par tout un tas de phénomènes, des problématiques internes de l'entreprise, des problématiques de marché. Bon, ça, bien évidemment, ça se justifie. Ou bien un problème qui est juste dû à une problématique de technique, quelque part, une problématique de manque de liquidité sur un marché, où pour tout un tas de raisons, un acteur a besoin de céder des titres, des fois dans des moments de panique, des fois par crainte, des fois par peur, pour tout un tas de raisons. Et ça, justement, ça peut être, c'est en général source d'opportunités pour nous, pour les gérants. Est-ce que ça veut dire que vous ne vous interdisez pas quelque part d'aller sur des valeurs qui ne seraient pas liquides, mais si en tant que gérant vous avez trouvé que cette valeur-là a de l'intérêt, présente de l'intérêt, parce qu'elle va avoir effectivement de la croissance que vous avez estimée et que vous dites, donc il n'y a pas de liquidité, mais j'ai trouvé une solution, mais en tout cas la valeur est intéressante, ce sera d'abord le principal critère? Ce qui est certain, c'est que chez Financière de l'Échiquier, la liquidité, bon, on en tient compte, mais notre principal critère on analyse une entreprise avec les fondamentaux de l'entreprise. C'est-à-dire, on dit voilà, l'entreprise, c'est une entreprise de qualité, on apprécie le management, quelles sont les perspectives de l'entreprise, sa valorisation, enfin tout un tas de critères. Ensuite, bien évidemment, la liquidité rentre en ligne de compte, mais on ne va jamais ne pas investir dans une entreprise parce que la liquidité est faible ou le flottant est faible. Donc il y a tout un tas on pourrait donner des exemples, alors sans aller dans des extrêmes, mais c'est vrai que Total, c'est pas du tout. Enfin, moi, je suis sur Échiquier Junior. C'est pas du tout la thématique du fonds, puisque Échiquier Junior investit sur des valeurs moyennes françaises. Donc, je vais prendre l'exemple d'un Pierre et Vacances, par exemple, que vous connaissez, je pense. Pierre et Vacances, c'est une entreprise dont la capitalisation est de l'ordre de 500 millions d'euros. Il n'y a pas de problème de liquidité. C'est une entreprise qui est saine, qui est bien gérée, avec des fondamentaux solides. Et je vais prendre juste, donner deux cours. Pierre et Vacances a coté plus de 100 euros en 2007. En l'espace à peine un an, l'entreprise a coté 28 euros plus bas. Enfin, vous voyez, pourtant, Pierre et Vacances, on ne peut pas dire que l'entreprise a changé fondamentalement en à peine un an pour justifier une telle variation de cours. Aujourd'hui, le cours a commencé à remonter. On vaut aux alentours de 52-53. Mais c'est juste pour dire qu'effectivement, il y a des opportunités
Nous, on fait attention à la liquidité, oui, mais c'est pas un critère d'exclusion pour le choix de valeur chez les financiers de l'échiquier. On parlait pour Chevreux, le broker, au niveau européen, il y a forcément des niveaux où il ne descend pas. Vous pouvez descendre sur des petites capis. Je dirais une société qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle peut vous intéresser potentiellement? Alors 10 c'est quand même un petit peu bas, honnêtement. On a des fonds qui peuvent investir sur ce type de capitalisation. Maintenant, on est plutôt sur Échiquier Junior, on est plutôt dans une taille de capi qui est de l'ordre de 200 millions d'euros. Je vais quand même vous donner un exemple. On est actionnaire d'une société dont la capitalisation est de 30 millions d'euros. Bon, c'est pas la majorité de nos participations, mais on a des participations qui font 30 millions d'euros, 50 millions d'euros de capitalisation. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas un critère de choix. Il faut y faire attention, oui. Il faut pas nier la liquidité, bien évidemment. Mais encore une fois, pour revenir à ce que disait Stéphane il y a 5 minutes, ça peut être une opportunité, ça peut être des opportunités. Savoir accompagner un petit projet, une entreprise de taille moyenne, croire dans les perspectives à horizon 4 ou 5 ans, rentrer dans le capital d'une entreprise qui aujourd'hui fait 50 millions mais dont les perspectives sont intéressantes, ça peut être une opportunité. Et comme c'est un marché qui est peu travaillé en général, il y a des brokers comme Chevreux bien évidemment qui travaillent sur ce segment de marché, mais en général les investisseurs regardent plutôt des capitalisations qui sont au-delà du milliard d'euros. Donc Justement, Stéphane Boré, sur le rôle du broker vis-à-vis du gérant, parce que le gérant va peut-être avoir besoin à un moment donné du broker, effectivement, pour certains titres. Comment ça se passe concrètement? Comment vous pouvez faire pour éviter, pour certaines valeurs, alors on a bien vu votre échelle de travail en quelque sorte, mais pour éviter cette absence de liquidité? Alors déjà, si on rebondit sur cet exemple de 30 millions d'euros de capitalisation, c'est certainement un très gros projet si vous avez investigué sur ce type de capitalisation. J'imagine que vous pensez qu'il y a un bel effet de levier si vous n'iriez pas si bas sur la capitalisation, ce qui veut dire que 30 millions aujourd'hui, c'est peut-être 100 millions d'euros demain. À ce moment-là, justement, on revient sur le critère que j'évoquais tout à l'heure, suivi par Chevreux, et j'espère 200 millions d'euros après-demain. Voilà, en tout état de cause, ce qui est important, c'est que sur cette thématique de petites et moyennes valeurs, Chevreux par exemple, quand on parle des 100 millions d'euros de capitalisation, c'est pour le suivi au niveau des analystes. Maintenant, attention, les brokers ont accès en fait à tout le marché. C'est pas pour autant que nous ne travaillerons pas en termes de flux, d'exécution, de trading sur une valeur de l'ordre de 30 millions d'euros. Tout à l'heure, je parlais bien de la couverture au niveau des analystes. Et ça veut dire aussi que vous avez les analystes sur place chez vous qui peuvent aller chercher aussi des valeurs et proposer des valeurs justement qui sont peut-être faible capitalisation pour l'instant. Alors tout à fait, en fait nos analystes sont segmentés, on a des analystes qui s'occupent plus spécifiquement des petites et moyennes valeurs et ces analystes en fait, comme vous l'avez très bien évoqué, sont présents localement. C'est-à-dire que pour suivre les petites et moyennes valeurs françaises, ils seront basés à Paris. Pour suivre les petites et valeurs moyennes allemandes, ils seront à Francfort, etc. etc. On duplique le modèle sur une dizaine de places financières. Ça, c'est le premier point. Et au niveau de la thématique d'exécution de trading, pour revenir au sujet du jour, qui est un sujet de liquidité, on est aussi segmenté au niveau de nos opérateurs de marché. C'est-à-dire qu'on a des opérateurs de marché qui seront spécifiquement sur les grandes valeurs, et là donc on fera une centralisation. En l'occurrence chez Chevreux, on a fait le choix de les mettre à Londres. Sur des sujets d'exécution de petites et moyennes valeurs, on pense qu'il y a une véritable valeur ajoutée locale, et dans ce cadre-là, on aura des traders qui seront basés spécifiquement sur la place domestique et qui ne travailleront que ces valeurs-là. Donc on va vraiment essayer de spécialiser les gens pour aller chercher de la valeur ajoutée. José Berros, peut-être en conclusion pour les gens qui nous suivent, 2011, on est déjà en 2011, si on investit là au mois de novembre, est-ce qu'on peut espérer quelque chose sur les mid-cap? Est-ce que les mid-cap en 2011 devraient bien se comporter? Parce qu'on a plutôt un scénario de développement économique ou de reprise économique quand même plutôt faible. Alors sur les mid-cap, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre? La question piège. Non, mais je vais répondre. On peut attendre. De toute façon, après, il faut prendre au cas par cas. Nous, on se définit comme pure stock picker, c'est-à-dire qu'on va se dire aujourd'hui, quel que soit l'environnement économique, qu'il soit en U, en L, en V, en W, etc. Je ne sais pas en fait dans 6 mois, dans 1 an, quel sera le profil de reprise de croissance. On peut quand même estimer que le pire est derrière nous. On est plutôt dans une thématique de reprise
progressive de la croissance. Nous investissons, nous, dans des projets qui sont fondamentalement des projets de croissance, quel que soit l'environnement économique, la thématique, par exemple, des maisons de retraite. Je vous donne juste un exemple, les maisons de retraite, quel que soit l'environnement économique, c'est un besoin qui est lourd, c'est un besoin qui est puissant, c'est un besoin qui ne va pas s'arrêter demain. Donc, des entreprises comme Orpea, Corian, Le Noblage, Medica, etc., toute cette thématique-là devrait être amenée à croître petit à petit. Voilà, alors ensuite investir sur les valeurs moyennes, bien évidemment. On est encore en 2010, il ne faut pas l'oublier, on sort d'une crise qui a été majeure en 2007-2008, une crise qui a été majeure, profonde. On est au niveau des indices encore dans des niveaux qui sont extrêmement faibles. On n'est même pas encore revenu au niveau avant la crise de Lehman Brothers de septembre 2008. Donc, c'est pas parce que les indices ont commencé tout juste à remonter un petit peu que si on se projette avec un horizon d'investissement de 3 à 5 ans, je pense que bien évidemment, il y a pour nous aujourd'hui des opportunités de marché qui sont intéressantes sur les valeurs moyennes. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux pour cette idée fausse donc numéro 11. Merci à vous. Merci beaucoup.